Graham Young était un enfant curieux, mais pas comme les autres. Alors que les autres jouaient avec des jouets, lui, il jouait avec des produits chimiques dangereux. Dans l'Angleterre des années 60, l'heure du thé était un moment sacré de calme et de tradition. Mais chez Graham, chaque gorgée pouvait être la dernière. À 14 ans, ce jeune garçon a transformé la table à thé en son propre laboratoire d'expérimentation avec des ingrédients mortels. Il était obsédé par la toxicologie, la science des poisons, et passait ses journées à dévorer ses livres. Mais au lieu de l'étudier pour une foire scientifique, il l'a utilisé comme un passe-temps tordu. Empoisonner des gens. Son poison préféré était le thallium, un produit chimique qui à haute dose dépasse la toxicité du venin du mamba noir. Et pour ne rien arranger, il faisait ses expériences sur les personnes qu'il aimait le plus, sa propre famille. Mais le plus curieux, c'est que Graham ne se donnait pas la peine de trop le cacher. Un jour, il a raconté à son professeur ses projets d'empoisonner des gens, et pourtant, il n'a jamais soupçonné quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sa sœur a commencé à perdre ses cheveux. Sa belle-mère est tombée gravement malade et la santé de son père se détériorait sans explication. Sa belle-mère est morte et peu après, son père a failli subir le même sort. Mais ses expériences avec sa famille n'étaient que le début. Les médecins ont commencé à faire des liens lorsque les symptômes de la famille étaient trop étranges pour les ignorer. En faisant des tests, ils ont découvert des traces de poison. Les autorités ont perquisitionné la chambre de Graham et ont trouvé sa cachette clandestine de produits chimiques, ainsi qu'un carnet où il détaillait ses expériences. Lorsqu'ils ont arrêté Graham, il n'a rien nié. En fait, il était si fier de son travail qu'il a essentiellement donné un cours sur les poisons à la police. Il corrigeait même ses erreurs comme s'il était un professeur de sciences, comme s'il prenait plaisir à enseigner sur la souffrance qu'il avait causée. Il ne montrait pas la moindre trace de culpabilité, seulement de la fascination. C'était un véritable psychopathe qui voyait ses victimes comme de simples sujets d'expérimentation. Il a été envoyé dans une institution mentale où les médecins ont essayé de découvrir ce qui le faisait agir ainsi. Le plus curieux est que, loin de se réhabiliter même en étant enfermé, il a réussi à empoisonner d'autres détenus et le personnel de l'hôpital. Des années plus tard, il a été libéré en faisant croire aux médecins qu'il était guéri. Il faisait simplement semblant et agissait comme il le voulait. Bien sûr, dès sa sortie de prison, il est retourné à ses anciennes habitudes. Ses collègues de travail ont commencé à tomber malades, et comme on pouvait s'y attendre, c'était encore Graham. Finalement, il a été attrapé pour la deuxième fois, et cette fois-ci, il a été condamné à la prison à vie, et il est mort en prison en 1990. Brenda Ann Spencer était une adolescente silencieuse avec une vie familiale chaotique. Elle passait ses journées enfermée chez elle, une maison désordonnée juste en face de l'école primaire Cleveland Elementary. Son père, avec un jugement discutable, a décidé de lui faire un cadeau de Noël peu conventionnel, un fusil semi-automatique. Pour Brenda, ce n'était pas seulement un cadeau, c'était une opportunité. Le 29 janvier 1979, le matin a commencé comme n'importe quel autre. Mais Brenda, au lieu de se préparer pour la journée, est restée près de la fenêtre avec le fusil dans les mains, regardant l'école en face de chez elle. Quelque chose traversait son esprit, quelque chose que personne n'imaginait. Alors, la fusillade a commencé. Les tirs ont brisé le calme du matin. Les élèves et les enseignants ont couru terrifiés alors que les balles traversèrent la cour de l'école. Le directeur et le concierge sont morts en essayant de protéger les enfants. Et 8 élèves et un policier ont été blessés avant qu'ils ne parviennent à l'arrêter. Lorsque la police a finalement réussi à la faire se rendre après un affrontement, les journalistes ont posé la grande question. « Pourquoi l'avez-vous fait ?» Sa réponse a été simple mais glaçante. « Je n'aime pas les lundis. » La fusillade a choqué le monde, non seulement par sa tragédie, mais aussi par l'indifférence de Brenda. Elle n'a montré aucun remords, ne s'est pas excusée et semblait complètement déconnectée de la réalité. Elle a été jugée comme adulte et condamnée à une peine de 25 ans à la réclusion à perpétuité. Jusqu'à ce jour, la liberté conditionnelle lui a été refusée à plusieurs reprises, probablement parce que personne n'a confiance en quelqu'un qui déteste les lundis au point de commettre une fusillade. Josh Phillips. Cette histoire est choquante parce qu'il ne s'agit pas d'un enfant meurtrier ordinaire qui tue par plaisir ou par psychopathie évidente. Joshua était un garçon de 14 ans de Jacksonville, Floride, et il vivait avec ses parents dans une maison apparemment normale. Sa famille était stricte et son père était réputé pour être violent. Un jour, sa voisine de 8 ans, Maddie Clifton, a disparu. Toute la communauté s'est mobilisée pour la retrouver. Les voisins, les policiers et les bénévoles ont fouillé la zone sans relâche pendant des jours, mais ils n'ont trouvé aucune trace de la fillette. Ce qui est troublant, c'est que son corps n'a jamais été loin. Après une semaine de recherche, la mère de Joshua, en nettoyant sa maison, a remarqué que son fils avait une fuite étrange de liquide sortant de son lit. En y regardant de près,
Il a soulevé le matelas et a découvert le cadavre de Maddie caché à l'intérieur du cadre de lit de son fils. Horrifiée, Ella a immédiatement appelé la police. On ne savait pas s'il s'agissait d'un meurtre insensé ou d'un accident mal géré. Lorsque Joshua a été interrogé, sa version des faits était déconcertante. Ce n'était ni un crime prémédité, ni une attaque de colère délibérée. Selon lui, Maddie est venue chez lui pour jouer au baseball. En lançant la balle, il l'a accidentellement frappée à la tête. À ce moment-là, il a paniqué. Effrayé par la possibilité que son père abusif se mette en colère contre lui pour avoir blessé la fille. Au lieu de demander de l'aide, il a décidé de régler la situation de la pire manière possible. Il a traîné Maddie dans sa maison et pour faire taire ses cris, il l'a frappée plusieurs fois et l'a poignardée à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle meure. Ensuite, il a caché son corps dans son lit et a vécu pendant une semaine comme si de rien n'était, tandis que sa famille dormait chaque nuit à quelques centimètres de son secret. Mary Bell. C'était en 1968 à Newcastle, Angleterre. À une époque où les Beatles dominaient les chars, une fille de 10 ans appelée Mary préparait quelque chose de très sinistre dans la banlieue tranquille de Scotswood. Tu vois, Mary n'était pas une fille ordinaire. Alors que d'autres enfants collectionnaient des poupées et des billes, Mary accumulait des tendances meurtrières. Selon un camarade de primaire, tout le monde s'était habitué aux changements marqués dans le comportement de Mary. Quand elle commençait à montrer des signes inquiétants, comme secouer la tête et former un regard froid et fixe, instinctivement il savait qu'elle était sur le point de devenir violente. C'était comme un lancement de Dragon Ball dans la vraie vie. La veille de son 11e anniversaire, Mary a finalement perdu le contrôle et a étranglé de ses propres mains Martin Brown, un garçon de 4 ans qu'elle a trouvé en train de jouer seul dans une maison abandonnée. Le corps de Brown a été découvert par 3 enfants et était allongé sur le dos avec les bras tendus au-dessus de sa tête. À part quelques petites taches de sang et de mousse autour de sa bouche, aucun signe visible de violence n'était apparent sur son corps. Plus tard, Mary n'a pas pu s'empêcher de se vanter de la mort de Martin et elle est même allée jusqu'à demander à sa famille s'il ressentait en son absence. Elle a également fait des commentaires étranges sur son apparence dans le cercueil. Elle se délectait pratiquement de la souffrance de sa victime devant sa propre famille. C'était vraiment perturbant. Mais l'horreur déclenchée par Mary ne s'est pas arrêtée là. Seulement 2 mois plus tard, elle a attaqué de nouveau. Avec son amie Norma, Mary a attiré un garçon de 3 ans nommé Brian Howe dans un endroit isolé. Cette fois, le crime a été encore plus troublant. Mary n'a pas seulement étranglé Brian, mais elle a également mutilé son corps, gravant un M sur son estomac. La police était déconcertée par la brutalité du crime et, sans indice concret, a décidé d'interroger tout le monde. Quand ce fut le tour de Mary, elle décrivit les blessures de Brian à la police avant qu'elle ne soit connue du public. C'est à ce moment-là que les enquêteurs se rendirent de compte qu'ils parlaient avec la coupable. Quand elle a finalement été arrêtée, Mary a agi comme si ce n'était pas grand-chose, affirmant qu'elle aimait simplement faire du mal aux gens. Elle a été jugée et condamnée pour homicide plutôt que pour meurtre, car le tribunal a estimé qu'elle était incapable de comprendre pleinement ses actes. C'est essentiellement la façon légale de dire « Elle a un gros problème mental, mais elle reste une enfant ». Diagnostiquée avec un trouble de la personnalité psychopathique, Mary a été condamnée à un type spécial de garde et libérée à l'âge de 23 ans avec une nouvelle identité. Johnny et Robert Thompson étaient 2 garçons de 10 ans assez espiègles. Tout a commencé le 12 février 1993, lorsqu'ils ont décidé de ne pas aller à l'école pour passer du temps au centre commercial de New Strand, volant de la peinture et des piles. En se promenant dans le centre commercial, ils ont vu un garçon de 2 ans nommé James qui marchait à côté de sa mère. Ils l'ont suivi de près et, au moment où sa mère a détourné le regard pour un instant, les enfants l'ont éloigné d'elle. Si c'était une histoire typique sur des enfants, ils l'emmèneraient voir un film ou lui acheter une glace. Mais ici, vous pouvez déjà imaginer ce qui s'est passé. Johnny et Robert ont guidé James dans une marche de 4 km, et quand les gens leur demandaient si tout allait bien, les enfants, avec leur petite tête de filou, mentant et disaient que James était leur petit frère. La promenade s'est terminée sur des wagons ferrés, et ce qui s'est passé ensuite est complètement déchirant. Les enfants ont torturé James d'une manière qui démontre un niveau de cruauté choquant pour leur âge. Ils lui ont jeté de la peinture dans les yeux, l'ont frappé avec des briques et finalement l'ont attaqué avec une barre de fer. Tragiquement, ils ont laissé son corps sans vie sur les voies ferrées, essayant de faire passer cela pour un accident. Lorsque le corps de James a été découvert, tout le Royaume-Uni était sous le choc. La police était désespérée d'avoir des réponses et a examiné des heures d'enregistrement de caméras de sécurité.
C'est alors qu'ils ont vu l'image floue et terrifiante du petit James emmené par les deux enfants. Quand ils ont arrêté Johnny et Robert, leur âge n'était pas la seule chose choquante. La police a découvert que les enfants avaient planifié le crime, car ils avaient tenté d'enlever un autre enfant le même jour, mais ils ont échoué. Le procès des enfants a été un véritable spectacle médiatique, car les gens ne pouvaient alors pas comprendre comment deux enfants pouvaient commettre un crime si atroce. Ils ont été déclarés coupables et sont devenus les plus jeunes meurtriers condamnés de l'histoire moderne de la Grande-Bretagne. Ils ont été condamnés à être détenus à la discrétion de Sa Majesté, une expression formelle qui signifiait essentiellement qu'ils seraient libérés lorsque le gouvernement le déciderait. Enfin, ils ont été libérés en 2001 avec de nouvelles identités, ce qui a provoqué d'intenses débats sur le fait de savoir s'ils méritaient vraiment une seconde chance. Cayetano Santos. Ce cas est extrêmement troublant car dès son plus jeune âge, il montrait une fascination pour faire du mal. Non seulement il maltraitait les animaux, mais il kidnappait aussi des enfants, les frappait et les étranglait, parfois les laissant en vie, parfois non. Cayetano avait seulement 10 ans quand il a commencé à torturer et à assassiner des enfants à Buenos Aires. Contrairement à d'autres meurtriers, il n'avait pas de schéma clair à part son désir de causer de la souffrance. Les psychologues et les spécialistes n'ont pas pu déterminer les véritables raisons de ses crimes, et ont conclu qu'il aimait simplement le faire. Le plus inquiétant de son histoire est la manière dont il répétait ses crimes encore et encore sans aucun remords. Plusieurs fois, il a été attrapé, mais en raison de son âge, il a été libéré. Chaque fois qu'il sortait, il attaquait à nouveau. Finalement, il a été emprisonné et a passé le reste de sa vie en prison où il est mort. Lionel Tate. Un matin calme de l'année 1999. En Floride, un garçon de 12 ans nommé Lionel Tate était à la maison avec sa petite sœur, une fille de 6 ans nommée Tiffany. Lionel, plein d'énergie inépuisable, a décidé qu'il était temps de montrer ses mouvements de lutte préférés. Apparemment, Léo était un grand fan de catch professionnel. C'est du divertissement, c'est faux, mais Lionel n'a pas compris que tout était un spectacle. Ce jour fatidique, Léo a joué au lutteur et Tiffany est devenue son adversaire involontaire. Mais au lieu de simuler un doux renversement, comme le font les lutteurs sur le ring, il l'a vraiment jeté au sol. Tiffany a souffert d'une fracture du crâne, des côtes cassées et de graves blessures internes. Léo a affirmé qu'il ne faisait que jouer, mais les dégâts étaient tout sauf un jeu. Malheureusement, Tiffany n'a pas survécu à ses blessures, et sa mort tragique était quelque chose que personne n'avait vu venir. Léo a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré. À seulement 12 ans, il est devenu la plus jeune personne aux États-Unis à être condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il est passé de rêver de catch à vivre un cauchemar en un clin d'œil. Le procès a été tout un drame, car la défense de Léo a soutenu qu'il ne faisait qu'imiter les mouvements qu'il voyait à la télévision. Mais le ministère public a souligné que les blessures de Tiffany n'étaient pas simplement le résultat d'un jeu brutal, mais qu'elles étaient compatibles avec une force extrême et délibérée. Cependant, l'histoire a pris un tournant inattendu. Après seulement 3 ans en prison, en 2004, la peine de Léo a été annulée. Le tribunal a déterminé qu'il n'avait pas complètement compris les conséquences de ses actes, ni la gravité du procès. En d'autres termes, ils ont conclu qu'un enfant de 12 ans ne pouvait pas comprendre pleinement le poids d'une peine de réclusion à perpétuité. Cependant, bien qu'il ait été libéré sous probation, il a de nouveau été arrêté plus tard pour avoir violé les conditions de sa libération. Eric Smith était un garçon de 13 ans de New York, avec un visage plein de taches de rousseur et de grandes lunettes. Ses camarades l'appelaient des choses comme tête de botte et lunettes, des surnoms cruels et, pour être honnête, pas très créatifs. Comme il était le genre d'enfant qui gardait toutes ses frustrations pour lui-même, personne ne savait vraiment à quel point il était en colère. Les émotions refoulées finissent par exploser. Un après-midi ensoleillé doux, un garçon de 4 ans nommé Derrick Robbie se dirigeait vers le camp d'été situé à seulement un pâté de maison de chez lui. Sa mère a décidé de le laisser marcher seul, quelque chose d'impensable aujourd'hui, mais complètement normal à cette époque. Malheureusement, Derrick a croisé Eric et tout a pris une tournure sombre. Il l'a attiré dans une forêt et l'a attaqué dans un accès de rage. Il l'a étranglé, l'a frappé avec une pierre et même l'a mutilé. Un crime déchirant qui devient encore plus troublant lorsqu'il est découvert qu'Eric n'avait aucun motif clair autre que sa rage accumulée. Lorsque le corps de Derrick a été trouvé, la communauté a été dévastée et la police a cherché des réponses désespérément. Pendant ce temps, Eric agissait avec une totale normalité, ou presque. Il a même assisté aux funérailles de Derrick, ce qui est pour le moins effrayant. Mais c'est là que le plan d'Eric s'est effondré. Il a commencé à parler.
Il a dit à sa mère qu'il avait fait quelque chose de mal et a plus tard tout confessé à la police. Il n'était pas vraiment le meilleur pour garder des secrets. Lorsqu'il est entré dans la salle d'audience, avec ses cheveux roux et son apparence juvénile, les gens avaient du mal à croire qu'il avait pu commettre un crime aussi atroce. Il a avoué qu'il voulait simplement défouler sa colère sur quelqu'un de plus vulnérable. Eric a été jugé comme un adulte, malgré le fait qu'il n'avait que 13 ans et a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré. La libération conditionnelle lui a été refusée plusieurs fois car on considérait qu'il n'était pas encore prêt à se réintégrer dans la société. Finalement, il a été libéré en 2022 après avoir passé 28 ans en prison. Jesse Pomeroy. Le cas de cet enfant était des plus effrayants. Dès le début qu'il était un type étrange. Il n'aimait pas jouer au football ni au bise avec les autres enfants de son âge. Son œil blanc et voilé faisait que les autres enfants l'évitaient comme s'il était une malédiction ambulante. Mais ce qui les éloignait vraiment, c'était son tempérament. Il n'était pas seulement un enfant turbulent, c'était quelqu'un qui prenait plaisir à faire du mal. À cause de cela, il a gagné le surnom de l'enfant démon. Il est né en 1859, et à l'âge de 12 ans, il perfectionnait déjà son passe-temps favori. Attirer de jeunes enfants dans des endroits isolés et les soumettre à des tortures si cruelles que vous ne voudriez même pas écouter. Des flagellations, des coups de couteau et d'autres barbaries qui semblaient sorties d'un cauchemar. Et le pire, c'est que pour lui, ce n'était pas suffisant et il n'a pas tardé à franchir la dernière ligne. Faire souffrir ne suffisait plus. Maintenant, il voulait tuer. Sa première victime connue fut Katie Curran, une fillette de 10 ans qui disparut après être entrée dans la boutique de tailleur de la famille Pomeroy. Personne n'imaginait que son corps était caché dans le sous-sol de Jesse. Peu après, un garçon de 4 ans, Horace Millen, fut trouvé brutalement assassiné. La scène était si horrible que même les enquêteurs ont été marqués. Mais Jesse n'était pas un génie criminel. Il a laissé des traces ensanglantées près de l'endroit et quand la police a fouillé sa maison, ils ont trouvé le cadavre de Katie. L'enfant démon était tombé. Il a été arrêté et condamné à la réclusion à perpétuité, devenant ainsi le plus jeune détenu de l'histoire de Charlestown. La peine de mort a été envisagée, mais même en 1870, exécuter un adolescent semblait excessif. À la place, il a été condamné à l'isolement solitaire. Là, il a passé les 41 ans suivants, suffisamment de temps pour avoir grandi, changé ou être devenu encore pire. Alyssa Bustamante était une lycéenne. Elle allait à l'école, passait du temps avec des amis et avait un compte sur MySpace. Mais elle luttait aussi contre la dépression et avait un passe-temps assez troublant. Il aimait écrire sur la mort, l'automutilation et la douleur. Imaginez une Mercredi Adams, mais sans le charisme. Alyssa était élevée par ses grands-parents car ses parents avaient des problèmes de dépendance. Ses grands-parents étaient stricts et essayaient de la garder sur le droit chemin. Mais quand quelqu'un a le meurtre en tête, le punir pour avoir de mauvaises notes n'est pas vraiment la solution. Le 21 octobre 2009, Alyssa a décidé de transformer ses pensées sombres en action. Elle a attiré sa voisine de 9 ans, Elizabeth Holten, dans une forêt proche où elle avait terminé une tombe quelques jours plus tôt. Oui, elle l'avait planifié à l'avance comme si c'était un projet de bricolage macabre. Dans la forêt, Alyssa a étranglé Elizabeth, lui a tranché la gorge et l'a poignardée. Ensuite, il l'a enterrée dans la tombe qu'il avait déjà préparée. Puis, il est rentré chez lui comme si de rien n'était. Quand Elizabeth n'est pas rentrée à la maison, sa famille a paniqué et a appelé la police. La recherche a duré 2 jours et, pendant ce temps, Alyssa a fait semblant d'aider, agissant comme si elle était inquiète, comme si elle n'avait rien à voir avec la disparition. Pendant ce temps, dans son journal, elle a écrit « Je viens de tuer quelqu'un. C'était incroyable. Une fois que tu fais le pas, c'est assez agréable. » On aurait dit qu'il évaluait le meurtre comme s'il s'agissait d'une attraction. Quand la police a finalement trouvé le corps d'Elizabeth, les preuves, y compris le journal d'Alyssa, l'ont directement désigné. Lors de son interrogatoire, elle a avoué le crime, disant qu'elle l'avait fait juste pour voir ce que ça faisait. Bien sûr, elle a été jugée comme une adulte et condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. N'oubliez pas de soutenir ce type de contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très curieuse qui vous plaira.